Ceux qui ont passé leur temps à mentir, là, allez demander. Idiot que vous êtes. C'était la mise au point parce que franchement, j'étais révolté contre ce Congolais minable là. Mais il y a une famille qui est en deuil et vous là, c'est l'occasion rêvée pour vous de vous faire un nom sur les réseaux. J'ai honte. Alors Dieu va vous laisser gérer le M23 et le Rwanda. Vous allez comprendre. Il faut être mal élevé pour avoir... Cette femme-là, je crois que j'ai vu une de ses interventions où elle et son mari ont prié, je crois, c'était dans un stade à Kinshasa, sous la pluie. Elle est en train de prier avec son mari en pleurs pour demander à Dieu d'épargner le Congo. Maudit à 1000 fois que vous êtes. Et vous n'avez rien trouvé que d'attaquer quelqu'un qui demande à Dieu d'épargner votre pays. Et c'est vous qui savez de quoi elle est morte. Comment vous êtes maudit au Congo? Comment vous êtes? Comment vous êtes? Ça vous donne quoi de parler de ça? Votre pays a un problème plus important. Quelle est votre contribution? Maintenant, vous avez dit... Alors, comme ils ont commencé à nous attaquer, si ça revient encore, on va se balancer sur les données mobiles. Parce que les gens là, ils sont après Keïta, à Air Force même. Alors, on va écouter ceci d'abord. On va venir ici d'abord. Je vais vous faire écouter ceci. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, regarde, dans les reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant des... Qu'est-ce que j'ai toujours dit? De vous désabonner des presses, enfin, des personnes poubelles, l'intoxication. Je vous ai toujours dit de ne pas aller. Quel était toujours le conseil de Keïta? Le conseil qu'il donne à ses abonnés, à ses followers. N'allez pas écouter n'importe quoi sur les réseaux. Merci mon capitaine. On va écouter. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Et ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, c'est pas... Alors, vous comprenez, je vous avais fait un tout petit développement, une toute petite analyse sur le financement des médias d'État en Europe, surtout en France, le narratif de l'Élysée, le Quai d'Orsay, Matignon, et puis, comment on appelle ça, l'état-major des forces armées. Donc vous avez trop, et c'est ça qu'il explique ici. Mais ce n'est pas seulement eux. Il y a la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur de la France. On va continuer d'écouter le capitaine. Ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme. Il y en a. Ah. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie, en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent, selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer. On va bien écouter le capitaine. Cette fois-ci, on a compris. Nous sommes en 2024. Et c'est un jeu d'échecs. Allons-y. On verra bien ce que ça va donner. Donc, il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir
certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Douri. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que l'on a fui en hélicoptère pour aller à Douri. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc, les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc, ils ont décollé, ils sont allés à Douri, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc, on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Les hélicoptères ont réellement survolé. C'est vrai. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Non, mais Ils c'est quoi, construisent de gros mensonges autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais eux, j'utilise ça pour dire que, voilà, ma fille. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Hiroshima ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Hiroshima à Ouagadougou. C'est vrai, les Hiroshima ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens de génération libre de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. On va voir ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions, par exemple, qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué, les avions, c'est du matériel des Nations Unies. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout. C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là. Donc, on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. Donc, il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc de la mission. Écoutez bien. Qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPI. Et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là va vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier, c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Et c'est parce que les parents des soldats à Douri ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou pas. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc, ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, de les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Sinon, il n'y a rien, absolument rien. Alors, ce que Ibrahim est en train de dire, je crois qu'il y a beaucoup parmi vous, c'est tellement que vous avez déjà, permettez-moi de regarder un peu comment ça évolue ici. Je vois, ça fait 23 minutes. Combien de vous avez partagé? Je vais voir le nombre de partages. 119 partages. C'est pas normal. Les gars, 119 partages? Vous aussi. Ouais, pompez, je vous en prie. Chacun n'a qu'à partager 10 rapidement. Hein? Voilà. 16 commentaires, 119 partages, voilà. 236 j'aime avec les cœurs. Ok. C'est bon, mais il faut partager beaucoup, les gars. Alors, le capitaine a relaté les faits. Alors, pensez-vous réellement que les arrestations qui ont eu lieu au Mali, ceux qui étaient en train de faire une réunion clandestine, ils ont été appréhendés avec des documents. Après, je vais vous donner la liste des personnes qui ont été interpellées. Vous croyez que c'est fortuit? Voilà 3 situations qui se sont produites au sein de l'AES. 1. Patrice Talon a commencé un jeu bidon, stupide, la distraction, pour nous désorienter, et du Burkina Faso et du Mali, pour nous amener à nous focaliser sur le Niger. Je suis sûr que le Quai d'Orsay, la DGSE,
le renseignement français, l'Élysée m'ont dit c'est pas vrai. On croyait que ce Keïta-là n'allait rien voir venir. Et curieusement, ce Keïta-là, c'est vraiment quelqu'un. Comment il arrive à mettre les choses en rapport comme ça? C'est parce que vous êtes idiot, vous ne savez pas qui je suis. J'ai déjà banni quelqu'un. Bachili, il y a des idiots que tu vois pas, on dirait. Hein? J'ai banni quelqu'un tout à l'heure, là, le gars qui sautait les bêtises, là. Faut veiller au grain, mon frère, s'il te plaît. Alors, Patrice Talon était en train de nous berner. Nous savions, je savais personnellement, que la suite, il n'allait rien avoir. Mais il fallait créer une sorte d'incidence avec des répercussions zéro, nul. Dites-moi, comment ça s'est terminé avec cette histoire du Niger? Non, dites-le moi, comment ça s'est terminé? Condamnation à un sursis. Les gens sont arrivés au Niger, j'ai la vidéo, vous avez tous vu l'arrivée des 4 Nigériens qui avaient été arrêtés. Ils sont tous rentrés au Niger, ils ont été reçus par le général Tiani. Donc ça s'est terminé comment? Alors on a cru que, en nous désorientant, en nous focalisant sur le Niger, ils vont réussir à créer la confusion dans l'esprit des Burkinabés, parce que la presse est l'arme la plus fatale, la plus dangereuse pour déstabiliser un pouvoir politique. La presse, c'est-à-dire la communication. Et ils se sont donnés à fond, c'est ce que Ibrahim explique ici. Mais dans votre serviteur, je mets les éléments en relation. Alors, en nous focalisant sur le Niger, on s'est dit forcément une crise risque d'éclater là-bas. Donc, on a un peu laissé le Burkina comme ça, le Mali un peu comme ça, et voir quelle suite cela va donner. Et même nos autorités étaient focalisées, tous on avait le regard vers le Niger. Mais alors que c'était la fumée, dans l'air, il n'y avait rien. Vous avez vu à quoi ça aboutit. Mais entre-temps, au Niger, au Burkina, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu une attaque d'envergure, et au lendemain de l'attaque, on a commencé à diffuser des fausses informations, soutenues par la presse poubelle française. Et Ibrahim a dit, nous avons fait exprès pour ne pas sortir. Nous avons fait exprès pour regarder ce qu'ils vont dire. On pouvait sortir le même jour ou le lendemain pour apporter un démenti. Il dit, mais on a préféré les laisser se noyer dans leurs propres mensonges. C'est là que vous avez tous entendu. Le capitaine est porté disparu, 48 heures, il a quitté le Burkina. Donc, en véhiculant ces informations, l'objectif était de créer un remous, puisque Djibril Bassolé, Alassane Ouattara, ils se disent que ils ont des hommes au sein de l'armée. Ils ont des sympathisants, des partisans au sein de l'armée. Alors, quand vous créez cette confusion, mais vous ne voyez pas, parce que vous, c'est de l'extérieur que vous créez cette confusion. Mais à l'intérieur même du Burkina, les militaires savaient très bien que le chef suprême était en place. Les chefs des différents régiments, des différentes unités, tous étaient en contact avec l'état-major, qui lui-même était en contact avec le ministre de la Défense, qui lui-même était en contact avec le président. Donc, le Conseil national de sécurité du Burkina était réuni. Ils savaient, ils ont préféré laisser et voir les fils, les valets locaux, les esclaves des salons pour qu'ils sortent leur tête. C'est pourquoi le capitaine ne s'est pas précipité pour sortir. Il voulait voir. Vous savez, quand vous voulez frapper, je vous ai toujours dit que ces hommes-là sont les meilleurs politiciens qu'on pouvait y rêver. Regardez la ruse du capitaine. C'est là maintenant que vous allez voir tous ceux qui vont sortir leur tête. Tous ceux qui vont prendre leur téléphone pour commencer à appeler
avec des informations. Tous, vous croyez que le service de renseignement n'a pas intercepté les communications? Le capitaine ne va pas nous le dire. Il va pas nous le dire, mais moi je vous le dis. Tous ceux qui ont cru qu'il y avait quelque chose et qui ont pris leur téléphone à commencer à appeler, discrètement, ils ont été tous interpellés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas public. Mais tôt ou tard, ça va sortir public. Parce que si vous interpellez, il faut accuser. Si vous accusez, il y a un jugement. S'il y a un jugement, il y aura des investigations. Donc forcément, la population saura qui a été interpellé, qui n'a pas été interpellé. Mais aujourd'hui, on ne va pas sortir avec ça comme ça. Donc Alassane Ouattara, qui est toujours à l'œuvre, ils se sont mis à contacter leurs éléments sur place. Mais ils ne savent pas que le service de renseignement, nos services de renseignement sont devenus plus efficaces. Je vous ai dit une chose. Pourquoi l'Occident a peur de nous? Quoi? Le courant est venu? Ok, j'ai compris. Les gars, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je mette le courant en marche? On vient de me dire que c'est venu. On a déjà fait combien de minutes? Si je vais mettre le courant en marche, est-ce que ça va nous fatiguer? On va terminer, non? C'est mieux. C'est pas grave. Après, vous allez soutenir Keïta et le carburant. Hein? Le jour de la fête, une parenthèse, quelqu'un dit Keïta, mais comment tu fais carburant est coupé là? J'ai dit, parce qu'on dit chez toi là-bas le courant, c'est 24 heures sur 24. J'ai dit, bon, dans le mois, ça fait 1 million. On dit, tu dis quoi? 1 million. Il dit oui. Ça va vous étonner. Mais il y a des enfants dans le quartier, ceux qui vont acheter mon carburant tous les jours, 30 000 francs par jour. Il faut calculer. Ça fait 900 000. 900 000 si tu comptes, ça c'est les deux groupes diesel. Si tu mets l'autre essence dessus, c'est beaucoup. C'est pourquoi quand les idiots viennent, il faut les laisser. On n'est pas la même chose. On dit, mais tu vends pas ici. Je travaille. Je peux pas, si j'arrête le courant ici, mais les gens de Damsa là, ils vont prendre l'avion pour venir me demander pourquoi tu n'es pas sur réseau. On a besoin de toi. Donc, hein, il faut qu'on vende. Donc, c'est pas ça. C'est pour vous, hein. Sinon, c'est 1 million par mois, là. Je peux utiliser je peux en faire autre chose. Alors, bon, ça, je n'ai pas besoin de me vanter, hein. Il y a la plupart des stations où on prend mon carburant et tout ça là-bas, ils ont un carnet au nom de Keïta. Vous n'avez qu'à aller comment on appelle ça, corridor. Vous allez au corridor au sein de la CI, vous demandez. Parce que j'ai les fûts de 40 litres qu'on fait le plein. Quand c'est le plein, les deux, ça fait à peu près 70 000. Quand c'est un, ça fait à peu près 30 000 par jour. Bon, allez. Alors, donc le capitaine, il nous dit, ils ont laissé pouvoir. Ce n'est pas seulement à cause de la presse qu'ils sont restés silencieux, parce qu'ils se disent qu'il y a des valets locaux et des esclaves de salon qui sont là aussi. Donc, il faut les laisser sortir. Ils croyaient qu'ils étaient cachés, c'est ce que je dis toujours. Là où vous croyez que vous êtes cachés, là, c'est là-bas que nous on dort. Donc, le service de renseignement et nos services de renseignement, c'est sur ça que j'étais avant qu'on vienne me dire que le courant est venu. Nos services de renseignement, ils ont des équipements aujourd'hui à vous couper le souffle. On vous montre souvent les équipements que nous avons achetés à la Russie, mais on n'a jamais montré nos équipements de communication. On ne vous a jamais montré notre équipement de communication. Notre équipement de communication. Les équipements on est venu, quand nous on a pris le pouvoir, on a balayé tous les ordinateurs et les serveurs qui avaient été installés par la DGSE. On a tout enlevé. On a installé de nouveaux logiciels. Parce que ils ont des virus qu'ils ont injectés dans nos logiciels. Des virus qui picolent les informations, qui grabent les informations, et puis eux, quand ils rentrent dans leur truc et mettent le code, le virus touche toutes les informations que le virus a récoltées, automatiquement, ils ont ça avec eux. Vous voyez pourquoi ils sont énervés avec nous? Parce qu'ils n'arrivent plus à avoir nos informations. Pour la simple raison que nos logiciels au niveau de nos services de renseignement ont été remplacés. Désormais, on travaille avec des logiciels russes, chinois et turcs.
qui sont les plus crités et les meilleurs protégés au monde. Donc, quand les gens se sont mis à appeler, le service de renseignement était aux aguets. Et puis ils attendent les appels. On a laissé le temps maximum pour que les gens fassent leurs appels. Quand on s'est rendu compte qu'on a mis la main sur, en tout cas, ceux qui sont dans l'ombre, tapis dans l'ombre, le capitaine allait faire son don de sang. Le capitaine, il allait faire son don de sang. Dans tous les cas, quand j'ai rencontré le capitaine au Burkina, je vais partir avec Damsa. J'ai dit, capitaine, il faut donner Damsa. Il dit, Keita, si tu viens Damsa ici, là, ça t'a donné à tous mes soldats. Il n'y a pas de problème, capitaine. On va donner à tous les soldats. Donc, je peux pas aller voir le capitaine et puis ne pas lui donner mon Damsa. Vous aussi, comment je peux faire ça? Je vois le général, je vois la médecine, ils auront un peu de Damsa de Keita, ça c'est sûr. Alors, donc, vous voyez, et le capitaine nous dit ici ce qui s'est passé. Mais je vais vous ramener un peu en arrière encore. Le capitaine a dit quelque chose qu'il faut écouter ici. Et ça, c'est fondamental, c'est important pour nous. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Ok, Je pense que beaucoup ont compris maintenant. Merci, capitaine. On va revenir ici. Parce que... Attendez, je vais revenir encore. Je vais revenir ici. Voilà, c'est ça que je veux que vous écoutiez. J'ai fait ça en gros plan. Vous allez regarder. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez écouter, hein? D'accord. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de l'ensemble du personnel, mais aussi des premiers responsables de la radio-diffusion télévision du Burkina. On va écouter, hein? Ce jeudi 20 juin 2024 pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue dans la cour de la télévision nationale. Ce n'est pas une première. Donc, Excellence, nous sommes honorés de vous recevoir ce matin, surtout de l'élan que vous avez donc ce matin de venir échanger avec le personnel, encourager le personnel à peu près une semaine après le malheureux incident donc qui a touché la télévision. C'est vrai que ça a été des moments de frayeur, beaucoup d'agents étaient traumatisés, mais on sent que malgré donc cela, les agents sont là tous les jours pour assurer la continuité donc du service. Et donc, Excellence, c'est vraiment des mots de remerciement pour votre présence ici ce matin. Merci, Excellence. On va écouter. Bonjour à tous. Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait une semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais sachez une chose, c'est ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident, parce que vous les voyez poster autour, ils vous fatiguent beaucoup sûrement ces derniers temps chaque matin, parce qu'ils ont renforcé la sécurité depuis plusieurs mois, qui amène à beaucoup de fouilles et de désagréments. Mais c'est pour vous. C'est pour que quelqu'un ne puisse pas venir vous faire du mal ici, parce que vous êtes très important, c'est un lieu stratégique. C'est dans le cadre de leur élève que, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc, quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc, ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles, bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTV ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes en tant que telles. Il y a eu 2 blessés pris en charge par l'infirmerie de la présidence. Immédiatement, l'aide de camp après le conseil a pu venir aussi constater les dégâts et Écoutez bien, hein? de la situation des blessés qui était stable. Et j'espère qu'ils vont encore mieux. En tant que civil, c'est normal. Le traumatisme, on n'avait jamais entendu une roquette détonner à côté. Encore que vous soyez comme une cible, ça se comprend. On a mis en place une équipe de psychologues pour essayer de prendre en charge notamment ces 2 blessés-là et tout le personnel. Ce n'est pas fait à dessein contre vous. Voilà, c'est juste un incident, ça arrive.
Ok. Dans le maniement des l'arme, ça arrive toujours. Voilà pourquoi c'est qu'on appelle dans l'ISTC chez nous, il y a des règles. Voilà. Malheureusement, des incidents peuvent arriver, ça arrive toujours. Et souvent même, c'est malheureux. Donc là, on peut rendre grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu vraiment de morts. Ok. Et tous les blessés sont en train de recouvrer la santé. On dit Dieu merci. Personne ne veut se faire surprendre. Donc quand une relève arrive là, chacun veut vérifier que ces instruments de travail là marchent très bien. Ok. C'est normal, c'est logique. Ok. Voilà. Mais nous sommes en ville et ces incidents ne doivent pas arriver en ville. Donc, ne soyez pas plus apeurés que ça. Et j'espère que la tension est en train de baisser. On a duré avant de venir vous voir parce que, avec juste raison, Ok, j'ai vu, on hein. pourrait vous expliquer le pourquoi. Sinon, dès le lendemain, on pourrait venir vous voir. Mais on a fait sciemment et je pense que vous comprendrez. On a fait vous aurez sciemment. l'occasion de poser vos questions Ok. éventuellement. On va et qu'on écouter. pourrait répondre. On va poser Un bâton rompu. voilà, bâton rompu On va écouter. pour vous déstresser un peu parce que depuis là, je vois qu'il y a tellement d'informations qui fusent partout. Et vous-même, vous posez des questions aussi. Excellent, bonjour, les bienvenus. Je vous en prie. Justement, par rapport à l'incident qui s'est déroulé mercredi dernier, je ne savais pas plus pour alimenter les réseaux sociaux et même certains médias qui parlent de mutinerie des hommes et de votre probable fuite vers une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, il n'en est rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière. Ok, vous savez, un peu de poussière ces temps-ci, ça m'a un peu fatigué, donc excusez-moi. Vous savez, ils ont laissé le temps, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien nos transitions. Et en même temps, je vais répondre, j'ai vu un de nos jeunes frères qui peut-être voulant me répondre aux critiques que j'ai eu à faire par rapport aux propos de notre Premier ministre. Je crois mon jeune frère, en voulant m'interpeller, il a fait de façon polie, je ne peux pas dire qu'il a mal parlé. Il m'a dit, enfin, il a dit dans ses propos que ni au Niger, ni au Burkina Faso, on ne verrait le pouvoir interpeller l'entourage de ses premiers ministres. Quand Ibrahim parle ici de valets locaux, d'esclaves du salon, le Burkina comprend très bien ce que cela signifie. Le premier ministre Apollinaire comprend très bien ce que cela signifie. Et vous ne verrez jamais un membre du cabinet du premier ministre Apollinaire ou dans l'entourage du premier ministre Apollinaire tenir des propos à l'endroit d'Ibrahim. Des propos malsains, inappropriés, indélicats, irresponsables. Alors, quand vous dites on ne voit jamais ou on ne va jamais voir dans ces pays-là, mais n'oubliez pas aussi que dans ces pays-là, les premiers ministres de ces pays ont un contrôle sur leur entourage. Parce que si vous tenez des propos désobligeants au Burkina, que vous êtes à l'entourage du premier ministre Apollinaire, il sera le premier pour vous désavouer. Et si vous êtes dans son cabinet, il va vous limoger et vous mettre à la disposition de la justice. Ici, il n'y a pas une cabale contre un individu. Alors, ceux qui disent que ce que le pouvoir a fait au Mali n'a pas été bien par rapport à ceux qui ont été interpellés par rapport à leur mémorandum, j'attends les mêmes personnes pour avoir la même réaction par rapport à ceux qui ont été interpellés aujourd'hui. Vous voyez, quand nous on parle, souvent les gens ont l'impression qu'on parle parce qu'on aime tellement le président qu'on ne veut pas critiquer les actions du président. Mais quand vous parlez et que vous êtes dans la vérité et dans la révélation,
et que les gens, certaines personnes essaient de vous attaquer par rapport à votre position, mais Dieu viendra encore avec une preuve beaucoup plus grande. Aujourd'hui, j'attends que le Premier ministre fasse une déclaration par rapport à l'arrestation de ceux qui ont été interpellés avec un document. Mais pourtant, lui, son parti, son mouvement a produit un document. Contraire, alors que il y a une déquête présidentielle. Lui, il a assisté à ce conseil de ministres-là, le Premier ministre. Il a assisté à ce conseil de ministres. Il devait être le premier à dire, attention, le conseil de ministres auquel j'ai assisté, le président, il n'est pas question pour vous, en ce moment-ci, de produire un mémorandum. Les activités des partis politiques sont suspendues. Et le M5RFP fait partie des mouvements politiques dont les activités ont été suspendues. Et vous produisez un communiqué, et le Premier ministre a le courage de dire devant le monde qu'il n'a rien fait de mal. Il est mon Premier ministre, je le respecte. Ce que je pense sérieusement, je ne peux pas le dire, à cause du respect que j'ai pour lui et pour la fonction qu'il occupe. Parce que jusqu'à présent, le président ne l'a pas encore désavoué. Donc, je respecte la position du président, qui le maintient encore en fonction. Sinon, je vous jure au nom de Dieu, il n'allait pas me reconnaître par rapport à ce qu'il a dit, il n'allait pas me reconnaître. Je n'allais jamais lui manquer je n'allais jamais l'insulter ou lui manquer comment on appelle ça, de respect. Mais la manière dont j'allais le recadrer, peut-être qu'il allait réfléchir pas 2 fois, désormais, avant de dire certaines choses. Il y a des choses qu'il faut pas faire. Aujourd'hui, on nous parle de valer le coup. Qui sont ceux qui ont véhiculé cette information, cette intoxication, cette désinformation, cette manipulation des faits au Burkina Faso? Le Burkina n'a pas hésité à suspendre TV5 Monde avec une amende de 50 millions de francs CFA. Une suspension, je crois, de 3 mois ou 6 mois, et puis après ils vont revenir, je sais pas tout, un truc comme ça. Et des Burkinabés ont dit qu'ils souhaitent que TV5 Monde soit suspendu pour toujours. Quand vous êtes dans une période charnière, vous n'êtes pas dans l'effectivité du processus politique. Moi, je ne parle pas de démocratie. Je vous l'ai dit que je ne parlerai plus de démocratie. Parce que pour moi, la démocratie, c'est un leurre, c'est un mensonge, ce n'est pas. Merci beaucoup, Diawara, 6 mois. Moi, je parle plutôt de processus politique au lieu de démocratie. Parce que la démocratie n'a jamais existé. Dès l'instant, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Ce n'est plus une dictature, ce n'est plus, une démocratie. Parce que le sens véritable de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, est-ce que c'est cela à quoi on assiste dans nos États? À l'exception de nos transitions qui sont dans une véritable démocratie. Le peuple a pris le pouvoir, le peuple a remis le pouvoir entre les mains des présidents qui sont là. Ces présidents-là ont remis le pouvoir entre les mains du peuple. Le peuple a décidé de la trajectoire de la transition en remettant à nouveau le pouvoir entre les mains des autorités que nous avons aujourd'hui. Donc, ce respect-là des normes de la démocratie, nous sommes aujourd'hui plus dans la démocratie que n'importe quel président soi-disant a été élu. Parce que nous avons remis le pouvoir entre les mains du peuple. Le peuple a statué, le peuple a fait des observations, des analyses, des propositions, et le peuple a remis le pouvoir avec un agenda entre les mains de l'autorité. Et le peuple contrôle l'action. C'est pourquoi en cela, quand j'entends quelqu'un dire « ils n'ont rien fait de mal, personne ne peut nous donner des leçons », je le regarde et puis je ris. Parce qu'il porte encore la protection et la couverture du manteau institutionnel qui est la primature. Sinon, je jure au nom de Dieu, il n'allait pas me reconnaître. Dans le respect de l'art, j'allais le recadrer de la belle manière, il s'en souviendra toute sa vie. Mais je ne le ferai pas par respect pour mon président, qui le maintient encore comme son premier ministre.
Il y a des choses que nous devons éviter de dire ou de faire. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 événements qui se sont produits dans le Sahel. Les 3 événements ne sont pas fortuits. Les 3 événements sont liés. D'abord, la distraction de Patrice Talon au Bénin. La désinformation au Burkina Faso et la réunion secrète à laquelle on vient d'être informé, où il y a eu des arrestations. Donc ça veut dire qu'il y avait des tractations parce qu'ils ont été interpellés avec des documents. Donc il y a des tractations qui étaient en marche depuis bien longtemps. Malgré le décret de suspension des activités politiques, des partis politiques, et ils étaient en activité souterraine. Comment ils ont été trahis? Morbokone fait un travail extraordinaire. Le patron de notre renseignement. Le Mali n'a jamais eu un directeur de renseignement aussi efficace et perspicace que Morbokone. C'est la même chose que nous vivons au Burkina Faso. Le service de renseignement du Burkina Faso. Et au début, les gens pensaient que c'était le Mali seulement, mais c'est ce que le capitaine a dit tout à l'heure. Il dit, mais les Russes, ils sont là. Nous travaillons avec la Russie, qui forme nos éléments par rapport à l'usage. Vous avez bien compris quand la Russie a mis un satellite à la disposition du Mali. Vous croyez que c'était un effet de pub? Mais ce satellite-là sert à quoi, selon vous? Le satellite qui a été mis à la disposition du Mali, en attendant que le satellite du Mali soit lancé en orbite. Mais ce que la Russie a mis à notre disposition, ça sert à quoi? Entre vous et moi, ça sert à quoi? Merci Yabré. Ok. Entre de vous à moi, ça sert à quoi? Le satellite là sert à quoi? À gérer nos communications internes. Pas la communication que nous avons entre nous à travers les réseaux mobiles. Non, non, non. Ce satellite-là sert à gérer la communication au plus haut niveau et pour maîtriser le canal de communication de sorte que nos communications ne soient pas interceptées. Ce n'est pas le Mali seul qui utilise ce satellite. Le Burkina certainement en profite, le Niger en profite. Ce qui fait que nos renseignements sont ultra confidentiels, ultra sécurisés. Je n'ai jamais entendu, depuis qu'en tout cas je suis dans la politique, dire que les Américains ont pu percer ou intercepter des communications de Poutine ou du président chinois Xi Jinping ou encore du président nord-coréen Kim Jong-un. Je n'ai jamais entendu ça. Mais pourtant, ce sont nos hackers qui paralysent l'État français, qui percent le Pentagone et autres. Mais pourquoi au niveau de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, on n'arrive pas à le faire? Parce qu'ils ont un système beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus crypté qu'on ne peut l'imaginer. Alors, c'est à cela que les gens, je dis aux gens, ne jouez pas à ce jeu-là parce que vous êtes écoutés. Rappelez-vous, j'avais déjà dit quelque chose la première fois que j'interpellais notre premier ministre. Je lui ai dit, il faut pas que le M5RP côté Choguel pense que ils ne sont pas surveillés de près. Ils le sont. S'ils croient qu'ils peuvent sortir avec quelque chose contre Assimi Goïta, prions Dieu que Morbokone ne mette pas à jour les informations qu'on a sur eux. Voilà l'exemple que Keïta disait. Peut-être qu'ils n'ont pas cru, ils ont fait la grande gueule, ils m'ont insulté, ils m'ont attaqué. Alors, je veux bien qu'on m'explique. Si Morbokone n'était pas aussi perspicace et efficace, comment on a pu intercepter cette communication et aller démasquer les déstabilisateurs du Mali au niveau de... c'est Djikoroni Para, non? Non, non, non. Bako Djikoroni, pardon. Bako Djikoroni, pas Djikoroni Para, Bako Djikoroni. Et on les a interpellés avec des documents. Alors qu'il y a un décret.
Moi, je voudrais bien que le Premier ministre dise, ah non, leur arrestation n'est pas fondée. Je voudrais qu'il le dise. Qu'il fasse une conférence de presse pour dire, ça c'est pas ceux qui ont été interpellés aujourd'hui, que c'est pas normal. Parce qu'ils ont été interpellés un peu près dans les mêmes conditions que ces hommes. Son M5 RFP là a violé la loi. Son M5 RFP là a défié le décret du président Assimi Goïta. Et moi, je pense que le Premier ministre devrait réfléchir à ces genres de choses avant d'aller dire aux parents des gens, ils ont été au moins fous et déguisés, ils ne sont jamais allés contre les intérêts du Mali. Mais quand vous violez le décret du président, que le Premier ministre nous explique ce que c'est, et lui-même, c'est parce qu'Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui respecte, enfin, qui a encore de l'estime pour Choguel. Sinon, dès l'instant où Bouba a été arrêté là, en même temps, le M5 RP, la dissolution, elle était prononcée et Choguel, elle était démis de ses fonctions parce qu'il a défié l'autorité du président. C'est malheureux de le dire, mais il a défié l'autorité du président. Alors que les gens ne pensent pas ou croient qu'ils sont les seuls intelligents à comprendre, à maîtriser. Parce que quand tu les écoutes parler, tu as l'impression qu'ils maîtrisent tout, c'est eux les seuls. C'est-à-dire, vous autres là, vous ne connaissez rien, c'est eux seuls qui détiennent tout. Vous les regardez, en même temps, vous riez au-dedans de vous. Mais est-ce que ceux-là même savent de quoi ils parlent même? Selon, dès l'instant, si le pouvoir voulait, si le procureur voulait pousser le bouchon plus loin, le M5 allait être attaqué directement pour avoir violé le décret, pour avoir défié le décret d'Assimi Goïta. Et Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, avait toute la latitude et le droit et la responsabilité de demander la dissolution du M5 RP côté Choguel Kokala Maïga. Mais Abdoulaye ne l'a pas fait. Est-ce que le Premier ministre croit que Abdoulaye a peur? Est-ce qu'il croit qu'Assimi a peur? Arrêtons de dire certaines choses, ça n'en vaut pas la peine, monsieur le Premier ministre. Il faut pas pousser les gens parce que si tu les pousses, ils vont sortir. Et s'ils sortent, c'est pas joli. Tu seras toujours perdant. Faut jamais oublier ça. En face d'eux, tu seras toujours perdant. Wallahi billahi min kali alala, tu seras toujours perdant. Je le jure au nom de Dieu. Tu seras perdant et tu le sais très bien. Alors, ici au Burkina, je répète, ici au Burkina, j'ai vu des gens qui disent qu'ils ont fait des analyses que Ouattara aurait promis. Je dis même pas Ouattara aurait promis. Ouattara a juré une chose. Ouattara se dit, il a un choix. Et déstabiliser le Sahel pour pérenniser son pouvoir. Déstabiliser le Sahel parce qu'il y a deux États du Sahel, le Burkina et le Mali, qui font frontière avec la Côte d'Ivoire. Ouattara, qui veut briguer un 4e mandat, parce que le système du 4e mandat, je l'ai déjà développé. Il y a 2 scénarios possibles. Déjà, ils ont commencé à détruire Adama Bitogo, il ne sera jamais candidat, qu'il arrête de se blaguer parce qu'ils ont commencé à monter un dossier contre lui. Pourquoi je parle de cela? Parce que le Burkina sait mieux que moi que toutes ces tentatives de déstabilisation, ça vient de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, est en relation directe avec Emmanuel Macron. Et c'est sa volonté. Donc, quand Ouattara reçoit l'argent de l'Élysée pour déstabiliser le Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, pardon, Ouattara, voilà un peu la répartition, comment l'Élysée a fait la répartition. L'Élysée dit, le seul pays encore de la France-Afrique qui peut nous amener à maintenir notre présence dans le Sahel, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Donc l'Élysée dit, Alassane Ouattara, on te charge de déstabiliser le Mali et le Burkina par tous les moyens. Le financement n'est pas un problème. Le même Élysée dit à Patrice Talon, le 3e pays qui est le Niger, tu es le seul qui a frontière avec le Niger. Le Nigeria, on a déjà vu le Nigeria, les gouverneurs et les populations qui sont dans l'est du Nigeria, qui font frontière avec le Niger, on dit non. Et le Togo de Faure Gnassingbé n'est pas prêt
a servi la France. Parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en s'alliant au Sahel, il a plus de chances encore de demeurer au pouvoir. Même si ça ne nous plaît pas, il appartient aux Togolais de se battre. Donc, s'il veut s'allier à la France, il y a toutes les chances que son pouvoir tombe. Donc, manipuler le peuple pour se maintenir au pouvoir, c'est de faire alliance avec le Sahel. Alors donc, voilà la répartition qui a été faite par l'Élysée. Alassane Ouattara s'occupe du Mali du Burkina, Patrice Talon s'occupe du Niger. Vous avez vu les Woyo Waya de Patrice Talon. Et en même temps, je vous ai dit, 3 événements se sont produits en même temps. Et Alassane Ouattara, comme ils savent que l'entourage d'Assimi Goïta est verrouillé et serré, Alassane Ouattara passe maintenant par des politiciens. Ceux qui ont été interpellés, Alassane Ouattara, c'est lui qui finance. Je le dis, c'est Alassane Ouattara qui est à la base, c'est lui qui finance leur activité. Parce que tous ceux qui ont été interpellés là, vous croyez que le mouvement qu'ils veulent mettre en place, vous croyez sincèrement que ceux-là vont prendre encore leur argent, c'est temps dur, c'est temps de galère au Mali. Ils vont prendre leur argent pour injecter dans une organisation. Ils sont pas fous. Ils le feront pas. Ils ont des contacts. Vous savez, le service des renseignements peut-être a fait un travail extraordinaire, mais il y a des petits téléphones, les petits téléphones avec les touches de Dieu là. Ils ont ça et puis communiquent avec Abidjan. Mais entre eux aussi, ils oublient que tout le monde n'aime pas ce téléphone-là. Donc forcément, il y a un qui va trahir sans se rendre compte. Et c'est dans ça que nous arrivons à intercepter cette communication et savoir ce qui se prépare. Leur interpellation a tout à voir avec la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui s'est passé au Burkina et l'arrestation qui s'est passée aujourd'hui au Mali, tout est lié et la seule source, c'est la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. N'oubliez pas que des milliards sont mis en jeu. N'oubliez pas qu'on a des gens là-bas qui s'appellent Thibert ou quoi l'a fait. Ces anciens ministres qui ont fui à Marico, l'ancien premier ministre, tous ceux que vous connaissez qui sont en Côte d'Ivoire, et ceux aussi qui se sont proclamés, ceux qui ont dit qu'ils ont formé leur soi-disant gouvernement en disant en Côte d'Ivoire. Non, tout est en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont tenté, Alassane lui-même il a dit, Chris a fait une enquête dessus, Chris Yapi, il s'est rendu compte qu'il a tenté une première fois d'acheter les colonels. Il a investi. Les gens ont pris son argent, ils ont bouffé, ils n'ont rien fait. Et ça a énervé Ouattara. Ce qui fait qu'il y a une enquête de Chris Yapi, quand sa femme lui a proposé de voir s'ils peuvent corrompre l'entourage du général Tiani, Alassane dit non, les militaires, ils ont déjà mangé mon argent au Mali. C'est comme c'était son argent, qu'il n'est pas sûr qu'au Niger, il fasse la même chose. Il n'est pas certain qu'on le roule encore au Niger. Donc au Burkina, en fait, ce sont les déserteurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui disent qu'ils ont encore leurs éléments de contact. Voilà pourquoi ils s'appuient sur ces déserteurs-là pour essayer de perforer l'armée burkinabé. Parce que au Niger, ce sont des politiques qui sont là-bas, les politiciens. Au Mali, c'est la même chose. On n'a pas de déserteurs en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne l'armée du Mali. En tout cas, s'il y en a, on n'est pas au courant. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Cheikh Oumar Keïta. Ouais, la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, elle a été forte et riche en émotions et tout le monde en parle. Car dans sa sortie, il a expliqué beaucoup de choses. Il a parlé du bateau de Tombouctou qui avait été détruit par les ennemis de l'AES. Il a parlé de tous les attentats qui se passent. Il a parlé de tous les médias occidentaux et souvent même les médias de chez nous. Parce que nous avons, oui, il faut le dire, des médias chez nous qui travaillent pour les causes de l'extérieur. Et juste à cause de ça, nous avons souvent du mal à pouvoir non seulement nous battre contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre les ennemis internes. Souvent, les ennemis sont dans la maison. Souvent, les ennemis sont dans la maison. Et c'est là où ça cause un problème. Parce que vous pouvez avoir les yeux pour bien contrôler ceux qui sont dehors.
Mais quand un ennemi vient parmi vos enfants ou bien votre femme, vous avez plus du mal à vous en sortir quand il est déjà dedans. Et c'est là où le combat devient plus difficile. Et parmi les ennemis que nous avons à l'intérieur, nous avons ces médias qui travaillent depuis la Côte d'Ivoire. Ils se placent en Côte d'Ivoire et ils donnent les informations. Quand il faut dénigrer, critiquer et parler d'un autre pays voisin, Alassane Ouattara donne son territoire. Il a accordé l'esto. Mais si les mêmes médias décidaient de parler comme ça d'Alassane Ouattara, il n'aurait plus de place en Côte d'Ivoire. C'est ça le résultat des dictateurs. Ils vous permettent de venir sur leur territoire parler des autres pays. Tant que vous ne parlez pas d'eux, vous êtes en paix. Et on prend dans ces médias, on utilise d'autres Africains qui sont des Africains comme nous. Ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Ils donnent donc la désinformation. Ils donnent des informations en mensonge. Des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec les faits, avec ce qui se passe réellement. Ils informent le peuple et obligent le peuple à suivre une logique selon leurs informations. Imaginons-nous un seul instant. Si le président Ibrahim Traoré n'était pas sorti jusqu'à aujourd'hui, cette propagande aurait pu continuer. Ils auraient continué à dire que le monsieur n'est plus là. Heureusement, nous avons une nouvelle classe de dirigeants en Afrique. Des dirigeants qui parlent, les dirigeants qui sortent, les dirigeants qui ne restent pas fermés dans leur chambre. Ceux qui descendent sur le terrain, qui discutent avec des travailleurs, avec des balayeurs de route, avec des éboueurs, avec des cultivateurs, ceux qui partent sur tous les fronts. Regardez les militaires, mais aussi des médecins, ceux qui donnent le sang. Nous n'avons plus ces vieux présidents qui parlent une fois ou deux fois par an, juste quand il y a à l'occasion de la journée internationale du pays ou je ne sais pas trop quoi, ou la fin de l'année. Nous avons de nouveaux dirigeants avec de nouvelles visions. Et ça nous encourage. La team, vous venez d'écouter ici le débrief en quelques minutes de Cheikh Oumar Keïta. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.